Avec Gilles Berset qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gilbert. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School qui a publié Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions de Buck. Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris, Panthéon-Sorbonne et l'Université libre de Bruxelles qui conseille des autorités publiques et privées. Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix en Provence. Auteur d'Un monde de violence et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale chez Erol. J'ai eu 2 réactions. Pourquoi passer l'émission à parler de hausse d'impôts ou hausse de la fiscalité sous toutes ses formes, m'écrit Clément. Vous parlez peu de hausse du PIB qui serait bien plus acceptable socialement. C'est ce que Gilles Berset ne cesse de répéter. La bonne solution, c'est la hausse du PIB. Et l'un des bons moyens pour y parvenir, c'est la hausse du taux d'emploi. Et l'un des bons moyens pour y parvenir, c'est de réformer les retraites. Et l'un des bons moyens pour y parvenir, c'est de recueiller l'âge de départ. Ouais. Et je suis pas sûr que socialement, ce soit super apprécié. Oui. Et un des beaux moyens que j'aurais voulu placer, mais vous m'observez, c'est l'OCDE. Hein, c'est le nombre de jours non travaillés en raison de grève pour 1000 salariés. Eh ben, je peux vous dire que, et je cite mon pays aussi derrière, 112 la France qui bat tout le monde, 98 la Belgique et tous les autres, allez, si on est gentil, entre 7 et 30 jours. Ouais. Vous voyez un peu l'écart. Et je pense que ça fait perdre beaucoup de croissance, beaucoup de dépenses, j'entends, qui créeraient également de la croissance au niveau du PIB. Et donc ça, c'est des éléments structurels dans lesquels il faut tenir compte. Et on en a beaucoup de choses pareilles. Et juste une autre réaction, c'est celle de Jean-Sébastien qui dit, si on demande aux compagnies d'autoroutes de financer le train, qui va payer ? L'idée du rapport Bussereau, c'est d'utiliser les recettes fiscales. Quand vous mettez 10 € dans un péage, il y a environ 3,70 € de taxes. Donc d'utiliser une partie de ces recettes pour cofinancer l'entretien du réseau ferroviaire. C'est pas l'idée de faire payer plus quelqu'un, mais de réorienter une partie des recettes fiscales. Oui, alors j'avais commencé, Jean-Hervé Lorenzi, sur... je vous dis juste, je rappelle juste ce que propose le MEDEF. Bon, vous me disiez, j'aurais préféré qu'il y ait un feu vert sur les retraites plutôt qu'une proposition, énième proposition. Le MEDEF s'empare de l'histoire de l'absentéisme et des arrêts maladie et veut qu'au moins un jour de carence ne soit plus du tout indemnisé lorsqu'un salarié est en arrêt. Il appellerait ça le jour de carence d'ordre public. Et éventuellement, pour le faire passer, pourrait considérer que cette mesure n'interviendrait qu'à partir du 3e arrêt maladie dans l'année. Sachant qu'aujourd'hui, il y a normalement 3 jours de carence, mais dans la très grande majorité des cas, les employeurs et les mutuelles financent ce jour de carence avant que la sécurité sociale ne prenne le relais à partir du 4e jour. C'est pas une mesure d'économie pour la Sécu, ça. Hein. Moi, j'ai bien aimé la proposition de la CNAM sur le sujet. Payer au 8e et pas 4e ? Oui, wow, non, mais je trouve que ça passera jamais, donc c'est pas la peine, on ne peut pas dépasser du temps. Qu'ils arrivent d'abord, je vais me répéter, mais à trouver un accord avec les syndicats responsables sur les retraites. C'est fini, il n'y a plus de négo là, je crois. On verra bien, mais si, bien entendu, il faut qu'on trouve une solution, c'est bien entendu. Mais là, je parle sous le contrôle de Gilbert. Mais la CNAM a, elle, proposé de n'indemniser non pas à partir du 4e, mais du 8e jour. Alors, qui paye entre le 1 et le 7 ? Et puis de limiter à 15 jours. Oui, alors après, il y avait une autre proposition, effectivement, de limiter la durée pour ne pas avoir des arrêts longs, limiter la durée à 1 mois post-hôpital et à 15 jours post-soins de ville. Moi, je trouve que la CNAM est très responsable dans cette histoire. Gilles Berset, oui. On sait que sur les dépenses de santé, il faudra qu'il se passe quelque chose. On n'a pas arrêté de dire pendant la première moitié de l'émission, oui, mais alors d'accord, il faut baisser les dépenses, mais où, quand, comment, pour qui ? Non, absolument. Le jour de carence, c'est une vraie question. C'est pas une question spécifiquement française, d'ailleurs. L'absentéisme, il semblerait que l'absentéisme soit plus important maintenant en Allemagne qu'en France. Les dernières données... il a explosé. Oui, et en Allemagne, il a encore plus explosé. Donc... pays qu'on considère habituellement comme vertueux et qui est exposé à cette même augmentation sur les dernières années de l'absentéisme. Alors, jour de carence, c'est une voie. Les études qui ont été faites sur la question montrent que quand on pénalise davantage les absentéismes courts, par des jours de carence non remboursés, non indemnisés pour les personnes absentes, eh bien, il y a moins d'absentéisme court, mais il y a plus d'absentéisme long, avec un effet en coût pour la sécurité sociale qui n'est pas évident. Pour la désorganisation des entreprises, à la limite, il vaut mieux plus d'absentéisme long et moins d'absentéisme court, mais en tout cas pour les dépenses maladie, c'est pas évident. Donc
la solution... Le jour de carence freine les arrêts courts et gonfle les arrêts longs. Absolument, absolument. C'est le résultat de 2 études qui ont été faites sur la question. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez ambigu. Du côté des dépenses de santé, il y a énormément de domaines dans lesquels on peut réduire. Ce qui a été évoqué par beaucoup de personnes, les affections de longue durée. Oui. Les affections de longue durée. Le MEDEF fait remarquer que l'ALD et les conditions d'éligibilité n'ont pas changé depuis 1986. 20% de la population française. 20%. Et 2 tiers de la dépense de santé. Et 2 tiers de la dépense de santé. On rappelle 280 milliards de dépenses de santé par an à peu près. 2 tiers, ce sont les ALD. Quand on dit 20% de la population, c'est y compris les enfants, enfin y compris nouveau-nés qui sont généralement moins sujets à ALD que les personnes adultes. Et là, je crois qu'on est les champions toutes catégories, pour autant qu'on puisse se comparer avec robustesse à d'autres pays. Je ne sais pas si beaucoup de pays ont le statut d'affection longue durée couvert à 100%. Ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas les pourcentages, enfin les frontières ne sont pas exactement les mêmes, mais les pourcentages de population et de dépenses dans les dépenses maladie sont beaucoup plus faibles ailleurs. Donc là, il y a évidemment quelque chose à étudier. 30 affections, hein, derrière les ALD. On a tous en tête cancer, enfin des choses comme ça. Non, il y a 30 affections. Donc c'est peut-être un petit peu particulièrement généreux en France par rapport à d'autres pays qui ne sont pas des enfers et dans lesquels les gens ne vivent pas forcément plus mal que nous. Donc il y a énormément de sources d'économie dans le domaine médical. Dans la fonction hospitalière, les dépenses administratives ont été comparées en France à ce qui existe dans d'autres pays. Et là, le back-office non soignant, c'est 10 points de plus que la moyenne de l'Europe. Là, on dépasse à 32 ou 34% tout ce qui de se fait ailleurs. Oui. Bon, il y a beaucoup de sources. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que ces changements, que des changements dans ce domaine prennent du temps. Donc c'est pas pour le budget. Une décision sur les ALD, ça va vite. Oui. Décider de modifier la prise en charge du transport sanitaire, par contre, réorganiser le fonctionnement hospitalier, le management, etc. C'est comme le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. C'est une proposition qui a été reprise par le Sénat. Oui, dans les propositions. C'est une économie de 500 millions la première année. Ah oui, non, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de ce qu'il faut trouver pour l'an prochain. Donc on est ailleurs. Hein, on est ailleurs. Donc il y a des bonnes réformes pour le moyen et long terme, mais là il y a une urgence. Oui, pour le court terme. Je trouve une bonne manière d'attaquer le sujet. Mais moi j'avais regardé aussi les 20 ALD, 20 formes. Il y en a 4-5. Vous disiez combien? 30 affections. Oui, entre 20 et 30. Il y en a 4 ou 5 sur lesquels il y a, je sais pas quoi, enfin peu importe, je suis pas spécialiste du truc, sur lequel même les médecins considèrent que c'est pas obligatoirement une ALD au sens strict, la prise en charge complète, définitive. Je peux pas vous les citer, je sais pas. Donc, non, mais je trouve que l'angle d'attaque est très très bon parce qu'il est clair, rapide et en réalité très efficace. Et efficace à assez court terme, si on s'attaque aux ALD. Bon, il y a aussi effectivement les dispositifs médicaux, et puis tout le monde reconnaît qu'un jour ou l'autre, il faudra que les gens qui ont un peu plus d'argent payent davantage les petits bobos de la vie de tous les jours qu'aujourd'hui. Oui, et il y a aussi... C'était la proposition qui avait été faite, je ne sais plus par qui. Le reste à charge. Il y a toute une série d'études qui montent en Europe, c'est pas vrai en France, où on peut demander à des gens qui ont des revenus au-delà d'un certain niveau, pour des dépenses chez le médecin, je parle occasionnel, le médecin traitant, de payer la totalité sans remboursement. Il y en a beaucoup qui estiment au prix où est la visite aujourd'hui que ce ne serait pas une catastrophe. Mais la Belgique et l'Allemagne le font, je crois. Sauf si vous prenez une assurance privée. Hein, rien ne vous oblige de ne pas vous prendre. Mais au niveau de l'État, de dire pour cette catégorie, on peut aller chez le médecin quand on doit y aller et payer le plein pot. J'ai plus en tête le... Tu sais, je pourrais prendre un tas d'exemples. Voilà. Je suis allé chez l'ophtalmo pour mes lunettes. Chacun d'entre nous, tous les 2 ans, peut aller chez l'ophtalmo pour les renouveler. Échanger et renouveler ses lunettes tous les 2 ans. Tous les 2 ans. La CNAM a proposé que ça passe à 3 ans s'il n'y a pas eu de dégradation. C'est un exemple parmi X exemples qu'on peut prendre. C'est anecdotique. Je crois que c'est la CNAM qui a dit qu'il faudrait passer à 3 ans si le niveau de correction n'a pas évolué. Est-ce qu'on peut aussi évoquer... Pas ensemble. Est-ce qu'on peut toujours, sur cette dépense de santé, évoquer un sujet? On a 3 solutions pour la gestion de l'ensemble. Soit ce qu'on appelle la grande sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on intègre l'ensemble des dépenses.
ceux qui défendent cette position disent que les taux de gestion sont beaucoup moins élevés par la sécurité sociale plutôt que par les mutuelles. Oui. Deuxième solution, la solution la pire, celle qu'on a aujourd'hui, c'est que les mutuelles payent mais n'ont aucun droit de regard sur les sujets. Troisième solution, on dit OK aux mutuelles, mais vous êtes désormais en charge de vérifier, d'être des acteurs qui ne sont pas uniquement des acteurs payeurs. Donc il y a une décision majeure. Est-ce qu'on privatise le remboursement de la santé ? Non, la partie mutuelle, mais en tout cas d'avoir un droit de regard. Donc, c'est une question qui est posée aussi. Certains considèrent que on a, et c'est vrai, deux payeurs pour un même acte, et que probablement le payeur public a des coûts de gestion inférieurs aux payeurs privés. C'est ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a une grande remise à plat qui est nécessaire de tout ça ? J'ai un peu du mal à retrouver mes petits, mais j'admets que la question mérite d'être posée. Attends, Roland Gillet et Gilbert après. Juste un mot. Parce que sur la première que je vous ai proposée, je ne sais pas combien là, ça se chiffrerait, mais là, au niveau de l'Europe, mais avec des systèmes différents, sur la visite chez le généraliste, ou par exemple dans mon pays, c'est 8 € que vous payez. D'accord ? Maintenant, 8 €, je veux dire, c'est ce qui reste. Et c'est 40 €, je peux dire, en gros, la visite. Si vous disiez, justement, tous les gens au-dessus d'un certain revenu payent cette visite et peuvent éventuellement souscrire une assurance privée s'ils le veulent parce qu'ils estiment que l'économie est énorme. En montant. Hein. Parce que vous avez aussi des gens là-dedans. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu les études dans différents pays. C'est quoi ? C'est beaucoup de gens, à un moment donné, qui se disent, comme ça ne coûte que 8 €, ben moi, quand je suis plus âgé et que je suis seul, ben j'aime bien de voir mon médecin de temps en temps. De toute façon, il parlera bien de ma santé et en même temps, je parle avec lui. Un peu comme le facteur dans certains cas. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais néanmoins. Donc ici, ça fait beaucoup d'argent. Oui, ça fait beaucoup d'argent. Donc ici, je n'étais pas sur le volet où on est... Ce que vous dites sur les lunettes est vrai, il y a plein d'exemples. Mais là, mais renouvelable tous les 2 ans. En plus, vous avez vu, c'est une chose parce que c'est ça que je voulais vous dire surtout derrière, c'est que quand on en parle aux gens concernés, il y en a pratiquement pas, c'est une minorité qui s'offusque, hein, en disant je trouverais scandaleux. Franchement, on aurait vite l'assentiment et ça rapporterait beaucoup d'argent. Le système n'est pas de mettre les remboursements sous condition de ressources exactement. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça porte un nom très précis en Allemagne. Mais on vous dit, vous êtes remboursé jusqu'à 3% de vos revenus. Oui. Et au-delà de 3% de vos revenus, vous n'êtes plus remboursé. Alors quelqu'un qui a des hauts revenus, non, ça marche pas mon truc. Quelqu'un qui a des hauts revenus serait plus remboursé que quelqu'un qui a des faibles revenus. Alors mon truc est pas haut et pas mur là. C'est d'être un peu l'inverse. Mais en tout cas voilà, il y a un système qui consiste à ce que ceux qui ont le plus, c'est pas comme ça que ça. Vous inversez, vous avez la bonne réponse. Voilà. Enfin, dans tous les cas, cette solution offre quand même un inconvénient parce que vous payez jusqu'à 3%. L'effort contributif des personnes qui gagnent bien leur vie et est en relation avec leurs gains, avec leur niveau de revenu. Et par ailleurs, leur couverture serait plus faible. Ça s'appelle de la solidarité. Oui, mais la solidarité. C'est totalement vrai ce que vous dites. Non, mais voilà, c'est quand même un tout petit problème. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'assurance chômage en faisant dégressif les allocs des cadres? Mais s'il faut, ils cotisent pareil, ils sont dégressifs. Mais s'il faut maîtriser davantage les dépenses de santé, je crois qu'on s'accorde tous ici à le penser. Le problème fondamental, c'est que les dépenses de santé, enfin les dépenses sociales, pour prendre globalement les dépenses sociales, un tiers de la dépense publique. Et 32% du PIB. Oui, du PIB. 32% du PIB. Près 32% du PIB. Donc quelque chose de considérable. On est proche de la moitié des dépenses. Je rappelle, on est le champion, on est le champion d'Europe. Si nous avions le PIB par habitant des Pays-Bas, ça serait 25%. C'est ce que disait cet auditeur dans sa réaction. 25% du PIB. Donc, et on serait tout à fait comparable aux pays considérés comme vertueux, nordiques, scandinaves, Pays-Bas, Allemagne, etc. Donc, à long terme, la solution qui doit être recherchée, c'est évidemment de mettre notre PIB au niveau de nos ambitions de dépenses sociales. Nous avons les dépenses sociales d'un pays riche parmi les pays riches, alors que nous sommes un pays pauvre parmi les pays riches. Et il faut essayer de devenir un pays riche parmi les pays riches. Et ça passera par la hausse du taux d'emploi. Voilà. Alors Jean-Hervé, puis Roland. Deux quand même questions structurelles. L'organisation grande sécurité sociale ou non, ce débat va revenir. Et deuxième sujet il n'a jamais commencé, Jean-Hervé. Il a commencé. Au niveau national, non. Non, d'accord, mais entre gens... Oui, d'accord, entre experts, attentifs. Oui, il existe. Deuxième sujet, débat qui n'a pas commencé, mais qui va bien falloir commencer, c'est est-ce que sur l'accroissement des dépenses, notamment pour la dépendance, est-ce que on fait
participer de manière plus forte les seniors. Deuxième sujet. Ouais, celui-là, alors pas sur la dépendance, mais la participation des retraités les plus riches. Et alors là, pour le coup, on en parle quasiment tous les jours. Ça rend suffisamment hystérique certains de mes auditeurs. Ils me l'écrivent. Hein. Et alors, ils ont une particularité, et ces gens un peu plus âgés que moi, c'est d'envoyer des lettres sur du vrai papier, écrites avec des vrais stylos, et avec un vrai timbre collé sur le... Et généralement, il n'y a pas de faute d'orthographe. J'en reçois une grande quantité. Et généralement, c'est plutôt bien écrit. Même quand si c'est pour dire du mal, même si c'est pour s'offusquer, il y a une forme de distinction dans la syntaxe et la littérature de nos aînés. Oui, allez-y, Roland Gillet. Évidemment. Après, on va faire un peu de réforme d'assurance chômage pour se faire plaisir. Quand on le dit avec le PIB, c'est sûr, c'est bien, mais depuis qu'on a des crises, depuis que je veux dire, c'est plus compliqué au niveau de la gestion des finances publiques, on est tous d'accord que pour faire du social, c'est mieux d'avoir un gâteau qui croît, puisqu'on a une part supplémentaire pour pouvoir en faire. Donc, pour le coup, là, c'est pas novateur. On a la culture du partage, et pas la culture de la croissance. Depuis les 35 heures, ça n'a pas changé. Vous voyez, si c'est pour déjà casser la croissance, en mettant des impôts sur ceux qui en ont déjà beaucoup, la classe moyenne, et qui sont responsables du PIB en disant l'État va mieux dépenser publiquement quand il doit faire des dépenses, dont des dépenses militaires, je ris. Je ris, ça franchement je ris. Je pense qu'il ne fera pas mieux. Il peut faire éventuellement pas plus mal, mais pas mieux. Donc aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup mieux de stimuler les gens qui ont du courage, qui mettent non seulement leur énergie, leur travail et leurs capitaux aussi à disposition, plutôt que d'essayer de les taxer parce qu'on voilà. Roland, tu relances un débat et là, Roland, moi je n'ai pas grave. Et notamment la gauche française. Roland, moi je vous mets en débat face à Sophie Binet de la CGT qui va vous accuser de faire un cadeau aux riches. Ça fait 30 à 40 ans que... C'est évident. On sait bien que la classe moyenne, le type qui se lève le matin, qui est boulanger et qui travaille parfois le dimanche, il faut l'arrêter puisque c'est quelqu'un qui a une entrave à la qualité de vie la sienne et en plus il permet aux Français d'avoir du pain chaud le dimanche. Donc c'est vraiment quelqu'un dont on doit se méfier. Je suis d'accord avec Roland. On fait tous le constat, les dépenses sociales sont élevées, il y a un problème de soutenabilité de leur financement. Face à ça, il y a 3 solutions. Renoncer à notre modèle social, c'est-à-dire baisser, mais considérablement, de façon drastique, les dépenses sociales. C'est évidemment pas la voie, même si la rationalisation est importante, hein, c'est évidemment pas la voie qu'on veut privilégier. Imposer plus, mais imposer plus pour financer ces dépenses sociales, mais on sait que ça a des effets défavorables sur la taille du gâteau. C'est-à-dire, changer le partage du gâteau en prélevant plus, ça influence la taille du gâteau et ça nous appauvrit. Et la 3e solution sur le moyen et long terme, c'est d'essayer de faire grossir le gâteau pour rendre soutenables nos dépenses sociales. Et pour ça, évidemment, l'augmentation des taux d'emploi, des jeunes, des peu qualifiés et des seniors. Il faut bien nous sommes tous d'accord là-dessus. La définition du riche. On va c'est très non mais Roland, mais je vais juste dire un mot. On reste sur la 3e solution. On reste sur la 3e solution. Parlez pas ensemble. Roland, terminez la définition du riche. Si vous avez une définition, allez-y. Elle est toute simple. C'est celui qui gagne juste un impôt de plus que €1 de plus que vous et qui va faire l'effort. On a tendance à dire celui qui gagne 2 fois plus que moi. Mais quand on parle comme ici, vous avez vu que je n'ai pas cité les sociétés uniquement du CAC 40, j'ai cité la classe moyenne de façon générale, dont un grand nombre d'entrepreneurs indépendants ou sous forme de sociétés. C'est ceux-là que je visais. Mais c'est ceux-là aussi qui sont souvent visés parce que eux, en termes de gestion de leur exploitation, comme ils ne sont pas et c'est pas une critique des autres, comme ils ne sont pas basés au niveau international, au niveau des chaînes de production, tout est fait en France et tout est taxé en France. Donc ces gens-là, je pense que pour le moment, ils estiment certainement qu'ils sont déjà suffisamment taxés vu le modèle social qu'on a. Donc je dis, si on veut faire croître le PIB, ne négligeons pas leur importance. Comme Jean-Marc Daniel n'est pas là, il faut bien qu'on rappelle un économiste du 19e, Veblen, qui a très bien décrit ce que tu viens de dire. J'avance. Tu es le Veblen du 21e siècle. J'espère quand même. Toujours dans la logique de réaliser malgré tout des économies et encore une fois dans la dépense sociale, toujours dans la logique de remettre plus vite les gens dans l'emploi et donc d'augmenter le taux d'emploi. Voilà que le gouvernement prépare visiblement une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal est revenu sur le sujet en début de semaine. Il avait lui-même enterré la dernière réforme prévue après l'échec aux élections européennes. Ce serait en contradiction avec ce que le gouvernement avait dit. Pas de réforme qui durcisse le système au moment où justement la situation se dégrade, ce qui est le cas. Mais en tout cas, l'idée de s'attaquer aux ruptures conventionnelles,
j'ai été très frappé de voir que les ruptures conventionnelles représentaient 10 milliards d'euros de dépenses annuelles. J'ai trouvé ça très important. Et également les conditions d'ouverture des droits. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à l'assurance chômage en ayant travaillé 6 mois lors des 24 derniers mois. L'idée est d'aller vers 8 mois de travail sur les 20 derniers mois. Encore quelque chose. Alors, généralement, ce genre de réforme ne met pas les gens dans la rue, contrairement aux réformes des retraites. Absolument. On y va? Ça fait partie de la panoplie, il faut le faire? Absolument. Gilbert, faut le faire. Absolument. Il est toujours intéressant de se comparer aux autres pays qui semblent réussir sur le plan économique, avec un bas taux de chômage, avec des forts taux d'emploi, avec des niveaux élevés de PIB par habitant. Et dans ces pays-là, l'indemnisation chômage est généralement moins généreuse que chez nous. C'est vrai. Je ne peux pas vous contredire, c'est vrai. Les conditions d'accès, l'OCDE l'a très bien montré, les conditions d'accès à l'indemnisation chômage sont plus difficiles, sont plus exigeantes. La durée d'indemnisation plus faible. La durée d'indemnisation est plus faible. Et puis, puisqu'on parlait des seniors, l'existence d'une filière senior au-delà de 57. est beaucoup plus rare dans d'autres pays que chez nous, et quand elle existe, elle est beaucoup moins généreuse. Parce que quand on parle d'augmenter les taux d'emploi des seniors, on pense souvent uniquement à l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits, l'âge de départ à la retraite. Alors que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a effectivement la filière senior, qui est une fantastique incitation gérée utilisée, mobilisée beaucoup par des grandes entreprises. C'est-à-dire que je vous rappelle, au-delà de 57 ans, 22,5 mois d'indemnité chômage au-delà de 57. C'est-à-dire plus que les 18 mois des moins de 57. Des moins de 57 ans, d'une part, et puis deuxièmement, quelqu'un qui atteint l'âge d'ouverture des droits, qui est au chômage, mais qui n'a pas encore sa retraite pleine, peut rester indemnisé par l'UNEDIC en augmentant ses droits et jusqu'à atteindre sa retraite. Ça veut dire qu'après les droits UNEDIC, l'ASS, l'allocation c'est l'indemnisation chômage. L'indemnisation chômage se prolonge. Et donc, c'est des dispositifs qui sont beaucoup mobilisés par des entreprises. C'est très malsain de faire payer une fin de carrière par la collectivité. C'est la caisse de communauté qui paye la fin de carrière. C'est la collectivité qui paye. Et par ailleurs, comme mauvaise incitation, il y a évidemment le traitement fiscal et social des indemnités de séparation. Les ruptures conventionnelles. Voilà, des ruptures conventionnelles, mais pas simplement des ruptures conventionnelles. Et ces indemnités de séparation sont défiscalisées et sont très peu socialisées. Est-ce que c'est tout à fait normal ? On peut s'interroger là-dessus, puisqu'elles sont utilisées souvent dans des plans de départ de seniors pour faire la soudure, c'est-à-dire c'est une espèce de substitut à un salaire qui n'existe plus, puisque les personnes sont ce que vous décrivez, Gilbert, c'est un dysfonctionnement où on a toute une partie de fin de vie professionnelle qui se retrouve à la charge de la collectivité avec tous les dispositifs existants. Voilà, c'est comme un point, très important. Alors, par ailleurs, dernier point, on voit que la France est le pays dans lequel les gens veulent partir le plus tôt. Les enquêtes internationales nous montrent que nulle part ailleurs qu'en France, les gens veulent partir aussitôt à la retraite. Quand on creuse un petit peu la chose, ce que l'on voit, c'est que le taux de remplacement plus élevé en France qu'ailleurs, les faibles gains à prolonger son activité peuvent être des désincitations au fait de rester en activité. Donc là, il y a des choses aussi à réfléchir en France, spécifiquement, quand on se compare à d'autres pays. Tout ce qu'on dit là, on le sait. Mais on a l'impression que le mur se rapprochant, ça va devenir au-delà. Il n'y a pas que la couverture des droits. Jean-Hervé et Roland. Jean-Hervé, on a 3 minutes 10. Oui, 3 remarques. La première, c'est que il y a eu des réformes pour le fonctionnement du marché du travail, que ce soit El Khomri, et c'est vrai que le premier quinquennat de Macron a été sur ce point-là très positif. Les histoires sur les prud'hommes, les trucs, etc., tout a été quand même modifié. Deuxième chose, il y a une culture, le MEDEF qui nous fait des tas de propositions, mais qui déjà il pousse ses adhérents à considérer que les gens ne sont pas, leur carrière n'est pas finie à 55 ans. Et troisième aspect, pour compléter ce qu'a dit Gilbert, il y a quand même un petit problème d'évolution des trajectoires aujourd'hui sur le marché du travail des non qualifiés qui est quand même pas très incitatif. C'est vrai que quand on est en bas de l'échelle, on reste en bas de l'échelle. C'est un vrai sujet. Contrairement à ce qui se passait, comme je suis le plus âgé de vous tous, à
à ma période. Gilbert Roland Gillet. Et il y a quelques jours, je me suis planté du prénom. Enfin, il y a un de mes invités, je me suis gouré sur son prénom pendant 1 heure. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolé. Non, il n'y a aucun souci. Roland Gillet. Il n'y a aucun souci. Mais un point important, c'est, puisqu'on parlait d'évolution en Europe, mon petit pays vient maintenant, le nouveau gouvernement, d'accepter, puisque c'est des coalitions, une taxe sur la plus-value, alors que c'est un gouvernement beaucoup plus à droite que tous les gouvernements précédents, et sans les socialistes wallons qui auraient bloqué à coup sûr dans le gouvernement. Ils ont accepté la taxe sur la plus-value simplement pour pouvoir faire une grosse réforme au niveau du ministre de l'économie et de l'emploi sur justement le chômage. Et l'accord a été accepté uniquement sous condition de cette taxe, qui pourtant arrive dans un gouvernement. On fait cette taxe à la condition que soit durcie aussi. Oui, exactement. Durcir. Et surtout que les gens ne puissent pas être des chômeurs attitrés à vie. Ah oui. C'est combien la durée d'indemnisation en Belgique? Nous, l'idée était d'aller de 18 à 15, on est toujours à 18. En Europe, c'est généralement autour de 12. Mais tout dépend de nouveau selon le type sectoriellement. Oui. Mais maintenant, le but est de simplifier et justement d'aller là-dessus, parce que ça coûte évidemment énormément d'argent. Et donc, on a été obligé, vous voyez, c'est pas un gouvernement... Mais donc, ça sert d'avoir un gouvernement, finalement? Mais c'est évident. Non, mais parce qu'on n'arrête pas de dire que les Belges sans gouvernement se sont jamais aussi bien portés que sans gouvernement. Ce que je dois vous répondre tout de suite qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps et sur votre plateau, et je pense vous, Nicolas, finalement, est-ce que c'est pas la bonne solution vu le gouvernement qu'on a chez nous? On est mieux sans gouvernement. J'ai quand même répondu que la petite Belgique pouvait s'en passer pendant 500 jours pour des économies, mais un pays de la taille de la France, ne pas avoir de gouvernement en dehors de l'économie serait un très mauvais exemple. Donc, je pense que c'est mieux un gouvernement, oui. On a fini. J'avais une question. Quelle est la marque la plus achetée des Français qu'on trouve dans 9 réfrigérateurs sur 10? La marque? C'est de l'alimentaire. Vous voyez, vous avez une idée? C'est de l'alimentaire ou de la boisson, mais... Ah, c'est de l'alimentaire. Et c'est la marque Herta. Ah bah oui. Et Herta, en fait, c'est du jambon. Oui. C'est le jambon. Ah oui, voilà. La marque Herta est la plus présente dans les... Je peux dire juste un mot? Alors, vraiment, 18 secondes. Juste. Oui. Un grand merci. Oui. Sympa. Oui. Nicolas, c'est votre dernière. Nicolas, il nous quitte. Demain, c'est la dernière. Oui. Mais un grand merci de tout ça. Oui, bravo. L'émission me survivra. Bravo. Mais en tout cas, c'était un plaisir toujours de venir ici. Mais j'espère que vous aurez le même plaisir à continuer. Grand plaisir. Le même plaisir à continuer à venir. Vraiment bravo. Un grand bravo plaisir. pour tout ce que tu as fait. Vraiment. Merci à vous tous.